Bonsoir. Je démarrais là-dessus. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Cette question fondamentale, Gauguin se l'est posée il y a déjà pas mal de temps et il a essayé d'y répondre avec le regard, le savoir-faire d'un peintre. Et j'ai découvert ce tableau très très jeune, je devais avoir une douzaine d'années, et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Déjà, d'abord le questionnement, le fait de ce titre étrange pour un tableau, et puis cette œuvre magistrale que Gauguin considérait lui-même comme son testament spirituel, ce qu'il ne pensait pas pouvoir aller plus loin. Il a d'ailleurs tenté de se suicider après avoir peint ça. Essayer de résumer dans un dessin énormément de choses, et surtout cette notion d'un temps immuable. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe après? Quand Gauguin a peint ça, c'était à Tahiti, sur une île où les choses changeaient peu. Nous sommes dans un monde complètement différent. Le passé ne ressemble pas au présent et ne ressemblera certainement pas au futur. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'essayer d'y répondre par l'image. Parce que l'image a une présence extraordinaire et puis une compréhension immédiate. Tout le monde rentre dans un dessin, dans une image, immédiatement, on n'y rentre pas. Et puis la compréhension est pour tout le monde, quelle que soit la langue que l'on parle. Et surtout, tout ce que raconte un dessin, il faudrait parfois énormément de temps pour arriver à raconter autant s'il fallait parler. Les carottes de glace, par exemple, racontent énormément de choses sur notre passé. Là, c'est un véritable livre ouvert sur la mémoire de la planète. Elle nous raconte le passé, nous raconte le présent, et en lisant ça, on peut aussi anticiper le futur. C'est aussi une manière de pouvoir essayer de réfléchir et de comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Je pense qu'un dessin peut éveiller les consciences, peut aider à réfléchir sur ce qui se prépare et quel est le futur que nous réserve ce monde. J'essaye pour le moment, avec ces quelques dessins, de montrer les angoisses que j'ai vis-à-vis de ce qui pourrait se passer. C'est aussi une manière de prévenir, de montrer qu'autre chose que ça peut se passer. J'ai appelé ça les anti-affiches, parce que les affiches, c'est fait pour vendre, pour faire vendre les biens que nous n'achèterions pas s'il n'y avait pas une publicité derrière pour nous le faire acheter. C'est-à-dire que ce sont des biens certainement superflus. Le nécessaire, on l'achète sans avoir besoin d'être conditionné pour cela. Une anti-affiche, elles sont libres de copyright, tout le monde peut les utiliser, parce que si l'idée est intéressante, peut-être que c'est aussi intéressant de la propager et de commencer à raconter autre chose que le bonheur se situe dans quelques biens de consommation, mais peut-être dans une autre manière de réfléchir à ce que pourrait être notre futur. Et l'affiche, c'est aussi pour moi une manière de communiquer dans les rues, parce que finalement, c'est dans les rues que c'est le plus intéressant de communiquer les idées. Utiliser la rue comme une sorte d'énorme simèse dans lequel on va déjà montrer ce que pourrait être un futur généralement fort différent de celui qu'on nous présente. Nous, on nous parle d'un futur très technologique. Le futur dont on nous parle en général, dont les architectes nous parlent, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui en plus. On va augmenter la population, donc on va beaucoup plus construire, on va faire tout à fait autre chose. On peut très bien imaginer un futur qui soit un vrai tournant, quelque chose qui va dans un autre sens, cette espèce de réconciliation entre l'homme et la nature. Et ça, on peut trouver dans les rues. Mon propos ce soir va être sur la manière dont on peut communiquer par le dessin principalement. Mais un dessin avec cette quatrième dimension, la dimension du temps. Voilà une série de 4 affiches que j'ai fait pour une exposition à Bruxelles. 4 affiches complémentaires, elles ressemblent, etc. Donc il y a un truc de ces affiches en rue, et puis ces 4 affiches, quand on les met ensemble, elles créent un paysage. On voit que c'est pas là. Ce paysage,
peut-être différent suivant l'ordre dans lequel on met ces affiches. Elles sont faites pour être mises dans n'importe quel ordre. Donc on peut faire différents paysages, on peut en mettre 4, on peut mettre 3, on peut mettre 5, et on peut composer quelque chose en fonction de ça. C'est une manière d'intervenir dans la rue par jeu, et ainsi peut-être mieux faire passer le message. Le message que l'affiche peut faire passer peut être tout autre, elle peut aussi être plus porteur de quelque chose d'un peu plus subtil, des relations humaines. Les bâtiments peuvent montrer les intentions des gens, cette autre manière d'envisager une vie différente, un peu peut-être moins individualiste. On peut aussi commencer à imaginer qu'une affiche peut induire déjà un futur. Chaque projet d'architecte, je suis architecte, donc ça fait partie de mon éducation, de ma manière de voir. Chaque projet d'architecte est une manière de déjà dessiner le futur. Un architecte qui dessine une maison, c'est un projet qui sera réalisé dans les 2 ou 3 ans, enfin, si tout va bien. Donc, dessiner quelque chose dans cet ordre d'idées-là est une manière déjà d'induire cette idée, ce sera peut-être notre futur. Et de commencer à faire, à rentrer dans ce questionnement. Est-ce que ce sera notre futur ou est-ce que ça ne sera pas? Ça dépend énormément de nous. Le futur qu'on nous propose est énormément lié à une civilisation industrielle. On sait que la civilisation industrielle a programmé son obsolescence. Celle-ci ne peut en aucun cas continuer comme elle l'a toujours fait. Parce que nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour continuer très longtemps, on n'a pas les matières premières. Dans moins de 100 ans, la plupart des matières premières que nous avons besoin auront complètement disparu. Et puis la population augmentant, etc., on va fatalement vers quelque chose qui ne peut perdurer. Et il y a une chose qui peut perdurer, c'est la nature, c'est le vivant. Et là, la nature nous montre une voie absolument extraordinaire, parce que tout ce que la nature a créé est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Tout ce qui n'était pas rentable dans la nature a été abandonné. Tout ce qui est un déchet dans la nature est la nourriture pour un autre système. La nature, ce n'est jamais que quelque chose qui se perpétue sans fatiguer le système. Au contraire, il l'enrichit. Plus le temps passe, plus un massif corallien devient complexe, sophistiqué, intéressant. Plus une forêt primaire a pu se développer, plus les écosystèmes qui ont été mis en place sont extraordinaires. On peut peut-être imaginer que le lieu dans lequel nous allons vivre, dans le futur, pourrait être quelque chose qui ressemble à un vaste écosystème. L'emboîtement de différents écosystèmes pour créer quelque chose dans lequel on pourrait vivre. Une habitation qui aurait poussé, qui serait faite à partir d'une structure extraordinaire. L'arbre est une structure fantastique. L'arbre a poussé et s'est développé en absorbant le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et a ainsi, en grande partie, résolu tous les problèmes que nous avons créés. En réfléchissant comme ça, j'ai toujours en essayant d'introduire dans ma manière de représenter le monde, réfléchir à ce qu'étaient les choses. Ici, vous voyez une réflexion que j'ai faite au début du siècle sur l'évolution d'une rue. Ce qu'était la rue en 1850, avec les premières usines. 50 ans plus tard, en 1900, cette espèce de grand équilibre qu'il y avait entre la construction, les différents arts, la manière dont la rue pouvait être agréable et bien occupée. 50 ans plus tard, on a toujours cette même qualité de vie, avec des constructions contemporaines qui côtoient les autres, mais maintenant, en l'an 2000, c'est complètement différent. On a absolument abîmé notre environnement pour pouvoir faire la place à la voiture et encore plein d'autres choses. J'ai donc imaginé, après, si on prend les bonnes solutions au bon moment et qu'on évolue vers quelque chose de beaucoup plus convivial, si on commence à réfléchir à d'autres moyens de transport, mais aussi à d'autres structures, à d'autres manières d'occuper
l'espace vital, à quoi la ville pourrait-elle ressembler. Et communiquer là-dessus est pour moi une façon d'essayer de donner envie de faire ce changement, d'aller dans cette toute autre direction. Ce que Francis Blanche appelait penser le changement plutôt que changer le pansement. Après ces distances de 50 ans entre deux dessins, j'ai voulu raccourcir un peu la distance pour voir plus près comment les choses changent. Tous les 12 ans, comment une vue sur une cité, un peu de haut, progressivement, on peut imaginer que des gens découvrent ce que pourraient être des installations faites à partir du végétal. Mais pas un végétal d'ornement, pas un végétal qui ne sert uniquement qu'à faire joli, quelque chose qui pourrait être un complément indispensable à la ville, qui apporterait une partie de sa richesse nutritive. On ne doit plus faire des milliers de kilomètres pour trouver les subsistances nécessaires à notre propre vie, mais qu'on puisse l'utiliser et trouver tout près, mais aussi utiliser ces structures comme éléments, comme complément à l'architecture, à la protection des environnements. Voilà une vue de Bruxelles, le haut de ce même dessin est la version actuelle, le dessus est 100 ans plus tard. Un seul dessin, deux parties qui montrent le passé et le présent, le futur et le présent. Vous voyez qu'une grande partie des bâtiments n'ont pas changé, d'autres ont reçu des nouvelles membranes, des nouvelles peaux qui permettent de capter l'énergie solaire et qui permettent de la préserver et d'avoir cet indispensable complément. Là, vous voyez la ville existante en noir, en rouge, la ville future, la ville verte, peut peut-être s'exprimer dans une autre couleur que le vert. On peut travailler de toutes sortes de manières différentes. Voici un bâtiment, un immeuble de bureau relativement quelconque à Bruxelles, et je le dessine une première fois en entier, et puis morceau par morceau, j'imagine les différents changements. Un peu à la manière d'une bande dessinée, où case après case, les choses évoluent et changent. Et on va d'une partie à l'autre du bâtiment pour découvrir quels sont les changements qui se font au fur et à mesure pour finalement arriver à l'immeuble dans 100 ans qui aura intégré des nouvelles technologies, des nouveaux espaces, mais des nouvelles formes, une autre convivialité également. Cette manière de réfléchir et d'entrevoir le futur, je suis occupé à travailler là-dessus pour le moment à Sao Paulo. Sao Paulo est une ville qui me fascine beaucoup, comme beaucoup de ces énormes mégapoles, parce que le changement qui s'y passe est excessivement important. Les choses changent très très vite à Sao Paulo. Ici, j'ai dessiné la ville telle qu'elle est aujourd'hui sur un papier-calque qui vient se poser sur la ville que j'ai imaginée du futur. Parce que pour moi, imaginer cette ville du futur dans toutes ces transformations et pouvoir intégrer dans un même dessin des périodes différentes est quelque chose qui permet à tout moment d'inviter les gens qui regardent cela à se poser des questions. Est-ce par là que l'on va aller? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette direction-là, si c'est quelque chose qui nous plaît? Est-ce que ça nous plaît, etc. Ici, c'est une sérigraphie de la ville. Mais j'ai aussi imaginé cette ville dans 3 étapes différentes, que j'ai appelées thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est la thèse, c'est la forêt équatoriale, la forêt atlantique, qui préexistait avant l'arrivée de la ville, il y a un peu plus d'un siècle.
Et c'est une forêt absolument extraordinaire dont la biodiversité était fabuleuse. Il n'en reste plus 5% actuellement. Mais la température dans cette forêt est 10 degrés de moins que dans la ville. Et dans la ville juste à côté, comme tout est en béton et en verre, ce qui ne fonctionne absolument pas quand il s'agit de grande chaleur, on est obligé d'utiliser des conditionnements d'air très importants qui augmentent encore la température de la ville. Évidemment, dès qu'on part dans des solutions technologiques, c'est sans fin, parce que plus on utilise ces appareils, plus il faut les utiliser. Par contre, si on fait revenir la forêt atlantique dans la ville, dans une sorte de synthèse, où on recrée une forme de canopée au ombrage, la ville, on lui rend son côté vivant, on renoue avec ses racines, on commence à rentrer dans cette espèce de problématique qui est cette réflexion de se dire, nous sommes après tout des êtres biologiques, planète Terre est elle-même un vaste organisme vivant. Des gens en doutent, mais la planète Terre peut mourir, c'est bien la preuve qu'elle est vivante. Peut-être que l'endroit où nous devons vivre devrait être une sorte d'assemblage de ces différents écosystèmes qui nous permettrait de trouver la qualité de vie nécessaire à ce qu'on puisse se sentir véritablement bien dans un espace urbain. On voit dans le dessin du milieu, il n'y a plus que du minéral, du béton et du verre, mais la vie est en dessous. Dès qu'il y a une petite fissure dans le tarmac et dans le béton, ça pousse. La vie ne demande qu'à reprendre ses droits dans un environnement comme celui-là. J'ai dessiné de différentes façons cette ville et j'ai imaginé que les favelas, sur la partie droite du dessin, pourraient très bien être couvertes par des plantes qui seraient une sorte de potager vertical, récupération d'eau de pluie, etc. Et qu'une grande partie de l'alimentation de ces zones déshéritées pourrait se faire à partir de ce que l'on trouve simplement sur les façades. Ça se fait déjà. C'est une manière certainement d'aider à moins de dépendance. Actuellement, dans toutes nos villes, nous avons une autonomie alimentaire qui n'est que de quelques jours. Dès le moment où on arrive à une crise majeure, où on n'arrive plus à s'alimenter, nos magasins peuvent nous fournir de la nourriture pour moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on fait après? Mais ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité que l'homme était aussi dépendant d'une structure et d'un mode de vie aussi fragile, qui tend à tout moment à basculer vers une espèce de chaos. Et aller vers cette autre chose me semble être ce qu'il y a de plus raisonnable pour le moment. Ici, une vue d'une ville brésilienne, ici c'est Rio, il y a de très grands pignons nus qui forment plusieurs milliers de mètres carrés et qui sont sans vocation particulière actuellement. La municipalité m'a proposé de créer à ces endroits des très grandes fresques qui pourraient éventuellement montrer en grandeur nature, j'aime bien le mot grandeur nature, ce que pourrait être la ville dans ce développement futur. Alors, je suis occupé pour le moment, ceci c'est un des tout premiers jets de ce vaste projet, à dessiner cette ville dans un développement d'ici un siècle, avec des plantes qui viendraient s'accrocher à la structure, qui sont ces plantes épiphytes, celles qu'on trouve dans la forêt atlantique, juste à côté. Ces plantes épiphytes sont des plantes qui poussent sur les arbres même, sur les troncs, sans les parasiter. Donc, ils se nourrissent uniquement de l'eau, de l'humidité de l'air et de tout ce qu'ils peuvent capter dans l'air.
Sur un bâtiment, c'est pas suffisant, il faut rajouter des supports, un peu de substrat et des choses comme ça, mais ce sera accroché à l'immeuble et ils se développeront naturellement dans cet espace peint pour devenir vivant et pour transformer au fur et à mesure l'édifice qui est montré là en fonction de l'évolution du temps et des années. Pour le moment, j'expose à Shanghai ces grandes vues de Pudong, la vue emblématique de Shanghai. Là, c'est encore un autre procédé de visualisation de ce que pourrait être l'évolution d'une ville. Il y a un curseur au-dessus et en dessous qui montre des dates. Là, nous sommes en 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060. Et au fur et à mesure qu'on avance vers la gauche, on avance vers le futur. Vous voyez cette partie-ci qui est sombre, très polluée. C'est ce qui se passe actuellement à Shanghai. Il y a une pollution jaune très importante sur le fleuve jaune. La lumière, à certains moments, passe très difficilement. Et on continue à avancer sur le curseur et dans le temps jusqu'en 2100, et on voit apparaître des structures de plus en plus différentes, de plus en plus évoluées dans cette idée d'utiliser ce que peut nous apporter une nature très exubérante en pleine ville. Nous avons, pour terminer, je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Oui, juste un petit mot. Il y a différentes recherches qui sont faites actuellement en biomimétisme sur des structures vivantes faites à partir, par exemple, des diatomées ou des radiolaires qu'on trouve dans les massifs coralliens et qui sont des vers qui ont beaucoup plus de meilleures caractéristiques techniques que le verre que nous pouvons faire, nous autres, dans nos industries. Nous avons les coquillages qui sont des biobétons, qui eux aussi sont bien plus performants que nos bétons. L'araignée fait un fil qui est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale. La nature pourrait nous apporter et nous amener à des solutions vraiment des plus remarquables, et tout cela sans avoir besoin des usines et des choses comme ça. Artesella est un des hauts lieux du land art en Italie. Il se situe entre Vérone et Venise, dans la montagne, un endroit assez exceptionnel. Des artistes du monde entier ont fait quelques recherches tout à fait intéressantes sur des structures qui poussent. Mes projets sont destinés, mes dessins sont destinés pas toujours directement, surtout quand ils vont très loin dans le futur, mais quand même à être réalisés. Donc ici, quelques premiers expériments de tipi, réalisés avec des arbres, bouleaux, sorbiers, qui sont mis en forme et qui vont être guidés dans la croissance pour pouvoir faire un premier expériment d'une sorte d'habitation qui pourra être refermé ici avec des plantes grimpantes, à l'intérieur un textile pour arriver à créer une enveloppe refermée et qui permettra à des gens de loger à différents niveaux et de se retrouver dans un environnement qui a poussé naturellement. Pour moi, la nature, c'est un art, c'est un objet d'inspiration continuelle, et c'est là que je puise toutes mes recherches, toute mon admiration, et c'est ça qui, pour moi, pourra peut-être, je l'espère, un jour nous donner un avenir plus prometteur que la civilisation industrielle ou la civilisation de consommation. Merci de votre attention.